Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce débrief un peu spécial, puisque nous allons recevoir aujourd'hui, ou nous recevons aujourd'hui, c'est Riyad Mzour, le ministre de l'Industrie et du Commerce. Avec lui, nous ferons le tour des questions qui relèvent de son département, mais forcément, mais aussi un tour d'horizon de l'actualité politique. Alors, c'est Riyad Mzour, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Vous êtes ingénieur de formation, vous êtes diplômé de l'école polytechnique de Zurich. Vous avez beaucoup travaillé dans le secteur industriel, automobile essentiellement. Et puis vous avez été aussi, pendant quelques années, directeur de cabinet de votre prédécesseur, Moulay Hafid El-Alami. Donc vous êtes un bon connaisseur des arcanes du ministère, de l'industrie et du commerce. Alors on oublie une grande partie de mon parcours professionnel. J'ai été aussi, pendant plus de 5 ans, directeur de cabinet de M. Nizar Baraka. De M. Nizar Baraka. Au Conseil économique, social et environnemental. Donc vous connaissez bien la maison, vous connaissez bien la fonction publique, vous connaissez bien l'industrie. Et sur le plan politique, puisque vous parlez de M. Nizar Baraka, secrétaire général de l'Istiqlal, vous êtes membre du parti de l'Istiqlal et aussi vous êtes membre du bureau de l'Alliance des économistes istiqlaliens dont vous avez été fondateur. C'est bien ça? Exactement. Marhaba bik, merci d'avoir été avec nous. Un entretien donc, qui portera sur 3 grands axes. Inflation, forcément, industrie, c'est votre département, et politique, vous êtes un homme politique. Et avec moi, pour vous interroger, c'est Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Donc, politologue, professeur de droit. On y va. On commence par l'inflation. C'est Riyad Mzour. Alors, ça va mal, ça va pas mal. Une inflation de 20%, les raisons, la maîtrise. Quelles sont les politiques? Alors, une inflation alimentaire de 20%, effectivement, et bien évidemment, ça touche les ménages et ça touche le pouvoir d'achat de nos concitoyens et nous ne pouvons pas nous en réjouir, loin de là. Donc une inflation qui a un impact direct sur les familles, mais une inflation qui est jugulée, qui est contenue, des résultats, je pense, d'une politique gouvernementale active, d'une politique gouvernementale qui nous met dans des taux d'inflation parmi les plus bas dans le monde. Quand on se regarde, on ne peut que se dire qu'il faut agir plus, qu'il faut agir mieux, qu'il faut encore faire plus d'efforts, et on en fait tous les jours pour atténuer cette inflation et renforcer le pouvoir d'achat des citoyens. Mais quand on se compare, on est quand même assez fier des résultats obtenus et des boucliers qu'on a mis en place et des efforts qui ont été mis en place pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. À 20%. C'est de l'autosatisfaction. Voilà. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est quand même 20% pour les produits alimentaires. On peut prendre 2 minutes quand même pour regarder ce qui se passe. Je pense qu'on est tous suffisamment intelligents pour voir ce qui se passe dans le monde, pour voir qu'il y a des pays pas loin de chez nous où il y a des inflations qui sont à 80%, qui sont à 70%, qui sont à 65%, pour voir qu'on a des résultats plus intéressants que des pays extrêmement avancés. Il y en a qui sont meilleurs que nous, comme la Chine et le Japon en Asie, dans des circonstances particulières. Donc, encore une fois, être conscient de la situation et de comment ça pèse sur le pouvoir d'achat des ménages en prenant des mesures qui anticipent la situation, en prenant des décisions qui atténuent cet impact sur le pouvoir d'achat. Il faut savoir qu'on sort d'une situation et qu'on est dans une situation extrêmement complexe. Ça, et vous le savez. Ça, on le sait. Bien sûr. Mais est-ce que vous pensez, si vous permettez, c'est bien le comparatif que vous avez fait, est-ce que vous pensez que les citoyens, les couches populaires et modestes de la population, confrontés à la cherté de la vie, sans préoccuper par un benchmark international pour dire « finalement, c'est pas si mauvais que ça ». Alors, ma question est celle-ci. Non, je veux bien réagir à ce que vous venez de dire. Je veux bien réagir à ce que vous venez de dire. Bien sûr, nos concitoyens vivent des moments difficiles et c'est la première chose que j'ai affirmée. Mais je pense que, bien que nos concitoyens vivent des moments difficiles, ils savent les efforts qui sont faits pour protéger le pouvoir d'achat. Et si nos concitoyens ne le savent pas, vous le savez. Oui, alors, ce n'est pas nous qui comptons, Riyad Mzour, c'est les citoyens. Je sais bien, si vous permettez, parce qu'on est dans un échange de bonne foi. Nous ne portons pas la parole publique, c'est vous qui la portez. Bien évidemment, évidemment. Alors, ma question, si vous permettez, une observation. Dans le personnel gouvernemental, vous êtes quelques-uns à faire montre de traits particuliers. Il y a ceux qui ne parlent pas. Il y a ceux qui parlent et qui ne sont pas audibles. Et vous faites partie d'un petit lot de ministres optimistes, voire euphoriques. C'est bien, ça permet de remonter le moral des troupes. Alors, ce que vous dites
est intéressant, mais démenti par les prévisions de la conjoncture. Je vous donne les prévisions de Fitch, vous le savez, le gouvernement donne des chiffres. Les prévisions de Fitch sont tout à fait inférieures à cela. Il donne 1,8% de croissance pour 2023, alors que le gouvernement s'en tient obstinément à 3,3%. Il donne une inflation de 7,8%. Le gouvernement dit qu'elle va être maintenue à 5,5-6%. Et puis, le Fitch va plus loin en disant que le taux directeur va passer certainement à la fin de l'année 2023 à 4,5%. Donc autant d'indicateurs d'une institution crédible, me semble-t-il, qui démente un peu vos prévisions optimistes. On va pas rester sur Fitch, puisqu'il y a le FMI, je ne veux pas répondre à votre place, mais il y a le FMI qui dit qu'on est à 3%. Fitch, c'est très bien comme agence de notation, mais... alors c'est exceptionnel. FMI, Banque mondiale, on est autour de 3%. C'est exceptionnel et c'est un débat qu'on vit tous les ans. Mais il faut expliquer à nos téléspectateurs quelque chose. C'est que ces mêmes institutions changent d'avis tous les 3 mois. Tous les 3 mois, ils réactualisent leurs prévisions, etc. Et nous, on doit travailler sur une durée d'1 an. Et si on reprend l'année dernière, 2022, il n'y a aucune institution qui avait juste, y compris le gouvernement. Donc, faire des prévisions en des temps assez perturbés et où il y a des changements, c'est assez compliqué. Nous, on essaye de tenir le cap, on avance, on réalise nos réformes. Et puis pour l'optimisme, je pense que c'est un facteur important de réussite et de développement économique. Pour l'euphorie, ça se discute. Alors, on y reviendra tout à l'heure, très certainement en parlant de l'industrie et de la politique, mais on revient à l'inflation. Oui. Il y a des actions qui ont été menées, il y a des prix qui ont effectivement baissé, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il y a des prix qui ont effectivement baissé, mais la question c'est que tout n'a pas baissé, au niveau, je parle des fruits et légumes, et au niveau des viandes. Première question, et deuxième question, essayez de vous la rappeler, celle-là aussi. Quelles sont les mesures que vous allez prendre pour que ça ne se reproduise pas? Alors, parce qu'il ne s'agit pas de sortir de Ramadan et de finir après Ramadan. Après Ramadan, il y a d'autres mois. Alors, encore une fois, on est un peu amnésique quand même. On veut des fruits et légumes au même prix, en toute saison et à tout moment. On vit dans une situation où on a de la saisonnalité, d'abord dans les fruits et légumes. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, et je ne pense pas que je vous apprends quelque chose. Non, la saisonnalité non plus n'est pas nouvelle. Oui, bien évidemment. Alors, maintenant, cette saisonnalité conditionne en général l'offre. Et donc, on a en général une production de légumes un peu moins importante dans les saisons froides qu'au printemps et en été. Ça, c'est de tout temps, et les Marocains le savent bien. Et après, on a des pics de demande. 2 pics de demande bien connus, c'est l'été et Ramadan. Donc, on a un mois de Ramadan qui se déplace progressivement vers la saison froide. Et donc, ça a commencé l'année dernière avec les premières perturbations. Là, il rentre vraiment et franchement dans l'hiver et les perturbations sont plus importantes. Donc, un transfert du pic de la demande vers une offre un peu plus basse. Deuxième effet qui se coule, la production aussi, l'offre est impactée par une situation climatique un peu compliquée que nous venons de traverser. Et je pense que nous savons tous que nous sortons d'une sécheresse, on y est encore dans une demi-sécheresse assez importante. Une fois c'est la sécheresse, une fois c'est le gel. Non, mais je veux bien. Encore une fois, ces choses-là sont des faits. On n'est pas en train de chercher des excuses. Après, on a mis en place des choses. Mais il y a des choses qu'on doit, je pense, tous reconnaître. Donc on a une réduction de l'impact on a un impact de la sécheresse sur la production. Troisième effet qui se coule, et ce n'est pas l'effet de l'inflation, c'est qu'aujourd'hui, un des facteurs de développement de la production, c'est l'utilisation, notamment des légumes et des tomates particulièrement, c'est l'utilisation d'engrais azotés, je précise, et pas phosphatés, qui renforcent la production et qui ont été multipliés par 4. Donc ces 3 ou 4 facteurs conjugués ont fait qu'on a une offre légèrement perturbée et qu'on ne peut même pas réguler comme on le faisait auparavant et comme on le fait pour d'autres produits par de l'importation, parce que ces produits sont encore plus chers à l'extérieur. Donc face à ça, ce qu'on est en train de vivre, on a aujourd'hui d'abord une offre complète, permanente, on a une fluctuation des prix qui est due à ce cumul de ces facteurs, il y a des corrections qui sont mises en place par des actions
anticipatrice et volontariste du gouvernement, mais il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Il y a des prix qui baisseront dans quelques mois, voire dans quelques années, le temps de reconstituer le cheptel quand on parle de viande. Il y a le prix de la tomate dont les coûts de production ont fortement augmenté et nous assurons une maîtrise et un équilibre entre le marché intérieur et le marché extérieur, mais tout en préservant nos capacités de production, parce que si on presse trop nos producteurs, on aura peut-être une tomate à 5 dirhams l'année prochaine, mais on n'aura pas de tomate du tout. Vous parlez beaucoup de tomates, Riyad. Je ne voulais pas trop entrer dans le détail du panier, mais puisque vous en parlez, il n'y a pas que la tomate. Il y a la pomme de terre, il y a l'oignon, qui, il y a la elle, viande. reste élevée, il y a l'oignon qui, lui, reste production. Et pourtant, ce sont des prix qui restent élevés. Vous avez raison. La réponse est ailleurs. Non, vous avez raison, la réponse est ailleurs. Effectivement, on parle beaucoup de circuits de distribution, on parle beaucoup de spéculation, et on ne nie pas ça. La pomme de terre a aussi un autre effet, c'est aussi un retard en matière de récolte, notamment d'une deuxième région qui est en train de monter en puissance pour alimenter le marché national, qui est le Loukos. Et on suit avec beaucoup d'attention ce qui est en train de se passer au niveau des récoltes du Loukos. Franchement, c'est un travail de précision. C'est une situation conjoncturelle et structurelle qu'on est en train de gérer, qui est pas simple, qui est complexe. Mais encore une fois, il ne faut pas mentir aux Marocains, il faut leur dire la vérité, que cette année, c'était compliqué, mais l'année prochaine, ça le sera encore plus. On se prépare mieux, mais ce sera encore plus compliqué. Reconnaissez que pour cette année, vous n'avez pas beaucoup anticipé. Quand même. Vous n'avez pas beaucoup anticipé, les choses sont venues avec une flambée des prix, etc. Quand même. Cela dit, si vous permettez, question connexe, on a le sentiment que vous êtes davantage mobilisé sur l'industrie, où il y a de grandes choses qui sont faites, on va y revenir, et pas tellement sur le commerce, sans doute. Parce que dans le secteur du commerce, et Aziz Boustaf fait référence au circuit de commercialisation, il y a des lobbies, des réseaux qui ne sont pas forcément maîtrisables ni régulables. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai qu'il y a voici quelques années, on avait essayé la facturation numérique, vous le savez, qui a été bloquée pour donner plus de transparence aux opérations commerciales. Et pour l'instant, je n'ai pas le sentiment que votre département, ni que le gouvernement dont vous êtes membre, ait une forte volonté de réformer les circuits d'intermédiation, qui sont des circuits, il faut le dire, il faut bien le dire, parasitaires, sans aucune valeur ajoutée, parce qu'il y a des lobbies, des réseaux avec des accointances partisanes ici et là, vous le savez. Juste pour compléter la question, si vous permettez, Monsieur le Ministre, il y a des chiffres que je vais vous donner, ou des faits, une intermédiation qui peut aller jusqu'à 70% du prix final, des marchés de gros dont le cadre réglementaire n'a pas évolué depuis 1962, et une intermédiation donc qui ne fait l'objet d'aucun cadre réglementaire. Donc c'est l'anticipation dont vous parlez, Moustapha Sahimi. C'est l'économie de rente. C'est même avant ce gouvernement, c'est peut-être même les gouvernements d'avant. Je peux ? Vous y allez. Très bien. Alors, je vais essayer d'aller dans l'ordre. L'anticipation. L'anticipation est... On est déjà en train de travailler sur ce qui va se passer l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans et dans 4 ans. L'anticipation est là. Après, les situations sont là aussi. La conjoncture est là aussi, l'inflation mondiale est là aussi. Et on fait le maximum, mais ce maximum n'est pas, parfois et souvent, dans ces circonstances-là, pas compris et pas suffisant pour les ménages, parce que ça augmente quand même. Et nous sommes tout à fait conscients de l'impact sur le pouvoir d'achat des ménages. Et on compense, et vous l'avez vu dans le dialogue social, dans les évolutions des salaires qui ont été consentis, et dans le secteur public, et dans le secteur privé, et dans le secteur agricole, on compense par rapport à ça. Et on s'est rendu compte, et l'analyse du HCP le démontre bien, même si je ne suis pas d'accord avec toutes les analyses, qu'il y a eu une perte de pouvoir d'achat in fine de 1%. On voit bien que les fameux boucliers énergétiques qui sont annoncés en grande pompe, sous d'autres cieux, ce sont des boucliers qu'on a mis en place dès le départ, malgré l'envolée des coûts énergétiques. On a maintenu le prix de l'électricité, on a maintenu le prix du gaz, on a rajouté une compensation pour permettre au prix du pain de ne pas s'envoler. On a travaillé sur la disponibilité des produits de première nécessité, et je reviens à la tomate, même si ça ne vous plaît pas. On a travaillé on aime beaucoup la tomate. On a travaillé aussi sur le fait qu'on devait valoriser et
on a mis à disposition du concentré et le prix du concentré n'a pas évolué, qui est l'ingrédient le plus utilisé pour notre fameuse halala pendant le mois de Ramadan, pour anticiper cette consommation aussi. Donc il y a un travail de fond, 32 mesures, Monsieur Shemi, qui ont été mises en place, tactiques. Je ne parle même pas des mesures de fond, 32 mesures tactiques, dont 2 hier, qui sont mises en place pour préserver le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Alors, les réformes des circuits commerciaux, et on parle beaucoup moins de commerce que d'industrie. Non, l'industrie est mieux écoutée que le commerce, et c'est vrai qu'il y a une part de responsabilité de notre part, les actions qui sont là. Le commerce est subi. Non, pas subi. Les actions qui sont faites dans le commerce, protéger le consommateur, faire les contrôles, gérer les circuits de distribution, raccourcir les circuits, réformer les marchés de gros, parce qu'on est en pleine réforme, ne sont pas forcément très intéressantes et très sexy quand je parle de voitures électriques et quand je parle de technologie et quand on lance de nouvelles usines. Ça intéresse un peu plus les médias et l'opinion publique. Mais pas les citoyens. Non, aussi les citoyens. Les citoyens aiment bien se projeter dans un pays qui gagne. Et le Maroc est un pays qui est en train de gagner de belles batailles dans l'industrie et nous en sommes fiers. On est fiers de ce que notre pays est en train de réaliser tous. Il y a de quoi, je vous le confirme. Au niveau industriel, il reste le commerce, c'est de la gestion quotidienne, c'est moins, excusez-moi l'expression, c'est moins sexy. Il n'y a pas de réforme. Maintenant, si, il y en a. Il y en a, et pourtant, il y en a. Alors, le commerce, c'est un sujet complexe. D'abord, est-ce que vous confirmez le chiffre de 70% du prix final qui est de l'intermédiation, c'est-à-dire selon la police ou selon les manifestants? Selon vous. Non, selon nous, ça fluctue. Et effectivement, quand il y a une inflation et quand il y a une augmentation des prix, les intermédiaires ont tendance aussi à en profiter et à essayer d'en prendre une plus grande part pour eux. Et ça aussi, si Aziz, c'est géré au quotidien. Ça veut dire on gère les prix de gros, et les prix de gros dans les marchés de gros producteurs, dans les marchés de gros distributeurs et dans les épiceries ou les marchés finaux qui sont en lien avec le consommateur, et on gère les marges et on intervient sur les marges et on les connaît très bien, les structures de prix, et c'est géré au couteau et au quotidien. Et je vous dirais même plus, durant cette période-là, on a accentué ça, parce qu'on le fait durant les jours de semaine, durant cette période-là où il y a de fortes tensions sur les prix, c'est même au quotidien, le week-end, et on intervient dès qu'il y a des excès au niveau de l'intermédiation. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des réformes de fond qui se mettent en place. La première réforme, qui a été un petit peu ralentie, des marchés de gros a été lancée en 2011. Il y a eu un deuxième coup de boost qui a été mis en place en 2019, avec une cartographie des marchés de gros, avec une nouvelle génération de services, avec une nouvelle génération de cahiers des charges et de réformes, et le premier marché de gros qui va servir de marché de gros pilote de Rabat, qui est pratiquement prêt et qui va nous donner des premières indications pour faire les corrections nécessaires pour installer les autres. Ça met du temps quand même, ce processus de réforme des circuits d'intermédiation. Et j'y vois une preuve de difficulté politique à maîtriser, je le dis, des réseaux qui ont des accointances avec des centres de pouvoir et de décision. Il faut bien le dire. Non, on peut le voir comme ça. Moi, je vais vous dire, les accointances, il y en a. Et on ne les nie pas. Il y a des accointances positives et des accointances négatives. Moi, je suis assez fier de nos producteurs et de nos intermédiaires. Et je le dis et j'assume mes responsabilités. C'est pas la même catégorie. Les deux. Je suis fier des deux. Ça, c'est le compromis. Je suis fier. Non, ce n'est pas du compromis, et je le dis avec une profonde conviction. Aujourd'hui, je suis fier de nos producteurs, de nos intermédiaires et de nos distributeurs. Parce que c'est grâce à eux, aujourd'hui, c'est grâce à eux qu'on a réussi à faire baisser certains prix. Nos producteurs y ont mis du leur. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, au niveau de l'huile, où on a réussi pour la première fois depuis 9 mois à faire baisser le prix d'une certaine marque d'huile au-dessous de 20 dirhams. Eh bien, un travail collectif, avec les industriels d'un côté qui ont fait un effort, avec des marges assez réduites au niveau de la distribution, et les distributeurs et les intermédiaires, les grossistes, les semi-grossistes, qui ont fait un effort exceptionnel. Alors oui, vous allez me dire 70%, et je vais vous répondre, si vous permettez, à vos 70%. Ce qu'il faut voir, c'est dans le circuit de production et de distribution, il y a d'abord de la perte. On vous l'a
l'avez vu, le rapport de l'enquête parlementaire parle entre 20 et 30% de pertes. 30% selon Voilà. le chiffre CESE. Vous avez été directeur de cabinet au CESE. Exactement. Donc, ça, vous allez être d'accord. C'est peut-être même votre chiffre. 30% de déperdition de fruits Alors, et de légumes. c'est entre 20 et 30%, pour être plus exact. Pour cause de Voilà, pour cause Stockage. pas tout seulement de surcharge, d'infrastructures qui ne sont pas aux normes, que ce soit de transport, de stockage, pour cause aussi, on sait qu'il y a 40% de nos fruits et légumes qui ne passent pas du tout par les marchés de gros, etc. Donc l'infrastructure, on va dire, pour transporter et accueillir ça. Donc déjà, il y a une partie qui s'en va à cause de ces 30% de déperdition. Après, bien évidemment, il y a des marges dues et des marges indues. Il y a des marges de transport qui sont assez importantes. Il y a aussi ces gens-là qui doivent vivre. La personne qui va aller prendre et qui va aller acheter de la tomate à Insgen, j'adore la tomate en ce moment, qui va aller acheter de la tomate à Insgen pour la mettre dans le marché de gros de Casablanca, au-delà des frais de transport, elle joue un rôle et elle doit être rémunérée pour ce rôle. Est-ce qu'il y a des projets pour des infrastructures meilleures, stockage, froid, chaîne de froid? C'est ce que je vous ai dit, on travaille sur toute la chaîne. Des projets concrets, parce que vous avez des projets sous les yeux. Est-ce qu'il y a des projets concrets? Il y a des projets très très concrets à partir de la structure et de l'infrastructure marché de gros, qui est l'infrastructure centrale pour faire transiter ces légumes dans de meilleures conditions et dans une traçabilité aussi, parce que c'est important au-delà du prix et au-delà de la qualité et des pertes et des gains qu'on peut en avoir, c'est important aussi pour la santé de nos concitoyens de savoir d'où ça vient, où ça part, comment ça a été affecté, avec quel traitement phytosanitaire, est-ce que c'est bio, c'est pas bio, tout un travail pour donner plus de visibilité. Dernier chiffre pour faire une transition avec l'industrie. Il y a au niveau de la transformation, donc là on rentre dans votre périmètre, l'autre, qui est celui de l'industrie, une transformation des légumes en matière d'agro-industrie. On parle à peu près 10%. En France, par exemple, en Europe, c'est à peu près 25-30%, en France, dans les 30%. On parle beaucoup. Je voudrais juste finir sur le premier secteur et vous dire, vous avez eu raison, il y a eu un déclencheur quand il y a eu cette partie des commerçants et notamment des grossistes qui s'est un peu rebellé et révolté contre la facturation. Et puis on s'est assis avec eux. Il y a eu, vous savez, toutes les assises régionales du commerce et le Forum national du commerce, et on est sorti avec 1500 recommandations qui sont à la base la feuille de route du commerce. Alors c'est lourd, c'est compliqué, c'est des habitudes, des accointances positives et négatives qu'il faut gérer, mais on est en train de travailler. Ça a abouti à la réforme de la contribution professionnelle unifiée qui a fait adhérer l'ensemble des commerçants dans une relation particulière et avec qui, ce qui n'était même pas imaginable, avec la Direction générale des impôts, où il y a un travail aujourd'hui entre les détaillants et les grossistes, une relation de confiance nouvelle qui s'est établie. Alors, ça nous a permis aussi, en tant que secteur du commerce, d'être un secteur quand même assez leader dans l'adhésion des commerçants au niveau de l'assurance maladie obligatoire, où il y a une forte adhésion, y compris en termes de paiement. Donc un travail de fond, y compris dans la technologie, parce que le numérique va supporter cette traçabilité, mais il faut que les commerçants adhèrent, il faut que le circuit adhère pour qu'on l'ait. Aujourd'hui, on a mis en place le Moroccan Retail Tech Builder parce qu'on veut faire notre propre technologie, où nos commerçants adhèrent, et on est en train de créer le lien entre le commerce moderne et le commerce traditionnel pour qu'ils fonctionnent ensemble et ils se développent ensemble en harmonie et que l'un intègre l'autre. Bien, pour aller dans la... Excusez-moi, je prends trop la parole peut-être. Pour aller dans l'intégration et la valorisation des produits agricoles, je vais vous donner quelques chiffres quand même. On peut voir qu'il y a des marges d'amélioration, mais on peut aussi regarder que la valeur de nos produits transformés alimentaires qui sont exportés est au moins équivalente, si ce n'est parfois supérieure, à nos exportations en produits alimentaires non transformés. Donc il y a un processus important en matière de transformation. Il y a encore des trous dans la raquette qu'on est en train de combler, et l'une des plus grandes fiertés ou d'aberrations qu'on avait à l'époque, c'est qu'on jetait nos oranges et qu'on devait importer du concentré, par exemple, d'Égypte pour faire nos jus. Aujourd'hui, en l'espace de 4 ans, entre l'apparition de cette aberration et aujourd'hui, on a 4 usines de concentré et on répond à 60% de la demande. C'est tout l'objet des projets de substitution qu'on est en train de mettre en place et de la task force souveraineté
et de l'orientation royale pour renforcer la souveraineté industrielle et la souveraineté alimentaire de notre pays. De l'optimisme, de l'autosatisfaction peut-être, et beaucoup de lenteur tout de même, parce que ça, c'est des mesures qui traînent depuis des années, du fait, je le répète, de réseaux dans les circuits intermédiaires, de réseaux clientélistes où un certain nombre de partis hésitent évidemment à prendre des mesures rigoureuses. Maintenant, nous allons enchaîner sur l'industrie, et je vais commencer, si vous permettez, par un chiffre. Vous faites montre, là encore, de beaucoup d'optimisme pour ce qui est de l'industrie, en mettant en relief qu'il y a eu 94 000 emplois créés dans le secteur industriel. Or, ça ne donne pas le solde. Ça, c'est les créations. Le solde est différent. Pour 2020, vous savez qu'on a perdu 432 000 emplois. 2021, on en a perdu 230 000. Et 2022, c'est le HCP qui le dit, et les chiffres ont été donnés en février, l'économie n'a créé que 24 000 emplois. Alors, je voudrais des explications à ce sujet. Alors, comme je sens que Monsieur le ministre va être long à répondre à cette question qui est longue et que l'horloge tourne, nous allons vous proposer d'arrêter quelques instants et de reprendre après la pause pour votre réponse, Riyad. Je ne vais pas oublier l'optimisme et l'autosatisfaction. Allez, c'est parti pour la deuxième partie de ce débrief avec le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mzour. Nous entamons cette deuxième partie en parlant donc de l'industrie. Pour celles et ceux que ça intéresse sur l'inflation et les circuits commerciaux qui sont source en partie de cette inflation, sur nos chaînes, sur nos réseaux, vous allez trouver donc cet enregistrement. Une question en première partie, Riyad Mzour, posée par Mustafa Shimi sur l'industrie. Alors, l'emploi industriel. Je voudrais d'abord répondre à l'optimisme et l'euphorie. Aujourd'hui, ce sont des faits. Ce sont des faits au niveau de l'emploi industriel. Et l'optimisme, ce n'est pas une tare. Bien au contraire, je pense que c'est un moteur important. Et on en manque un peu en ce moment. Et ce n'est pas grave de mettre une dose supplémentaire pour pouvoir entraîner nos concitoyens vers un avenir meilleur. Excusez-moi. Vous avez vu que le HCP donne le moral des ménages au plus bas. Oui, c'est le dernier chiffre. Justement, on a aujourd'hui un boulevard d'opportunités devant nous et je pense qu'avec une ambition plus importante et un moral plus important, on peut aller les chercher et les cueillir parce qu'on a tous les atouts pour. Concernant le HCP, j'aimerais bien, j'aurais adoré, et le département de l'industrie ne cesse de le dire, d'avoir un institut de statistiques et d'analyse qui nous permettent de mieux piloter et d'avoir les instruments et les tableaux de bord qui nous aident à mieux piloter les stratégies sectorielles et notamment les stratégies industrielles en place. Malheureusement, après plusieurs discussions, et on continue à discuter, on n'a pas forcément les outils qui sont nécessaires. Si on avait écouté le HCP depuis le début des stratégies industrielles, on aurait arrêté les stratégies industrielles, parce que vu les résultats et les maigres résultats qu'ils nous font afficher sur ce secteur, on pourrait légitimement se dire pourquoi dépenser 1 dirham de plus pour renforcer l'industrie qui ne fait rien, qui ne crée pas de valeur ajoutée, qui n'est pas complexe et, in fine, qui ne crée pas d'emploi. Force est de constater qu'aujourd'hui, il y a quasi unanimité pour dire que c'est quand même un secteur où on a quelques résultats. Je vous rappelle juste un chiffre, il est passé inaperçu, je pense que vous n'insistez pas là-dessus, c'est que quand vous regardez nos exportations, 86,8% de la valeur de nos exportations sont des exportations de produits transformés. 86,8%. C'est plus que beaucoup de pays qu'on dit industrialisés. Alors si cette industrie n'a rien fait, au moins elle a fait ça. En valeur, ça donne quoi? En valeur, ça donne 370 milliards de dirhams. Et on est parti de 150 milliards il y a 9 ans et on est à 370 à la fin de 2022. C'est pas rien non plus, croyez-moi. On est, pour nous, alors encore une fois, selon la police et les manifestants, nous on est les manifestants, le HCP c'est la police et la vérité doit être sûrement entre les deux, mais nous on a au moins quelques preuves. Le HCP paraît vous déranger. Non, il ne nous dérange pas du tout, au contraire. J'aurais aimé, c'est ce que je vous dis, j'aurais aimé avoir une évaluation impartiale de la politique que nous menons. Aujourd'hui, je vous ai expliqué que quand on voit, nous, ce qui est en train de se réaliser, et aujourd'hui c'est devenu évident pour tout le monde, y compris pour les institutions internationales, et on voit
comment le HCP a évalué la création d'emplois et la création de valeur industrielle, on pourrait se dire qu'il y a quand même un fossé et un énorme écart. Donc le HCP, on aurait souhaité qu'il nous donne un tableau de bord ou des outils de pilotage ou des instruments de pilotage un peu plus précis pour piloter, en tout cas, la politique industrielle. Est-ce qu'il y a un dialogue entre le gouvernement et il y a un dialogue. Il y a un dialogue et un dialogue important. Après, bien évidemment, il y a une indépendance. On ne veut pas rentrer dans les méthodes ni dans les choix, mais on veut au moins qu'on nous donne, voilà, on s'est mis des objectifs, ce sont des stratégies de l'État. On n'a pas besoin d'être conforme à l'Eurostat, mais au moins d'avoir l'instrument de pilotage indépendant de nos stratégies pour pouvoir les corriger. Et les corriger de manière crédible. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les retours sur l'industrie, je vous dis, j'aurais arrêté. Moi, j'aurais arrêté en faisant une analyse froide. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a essayé? Faute d'avoir des instruments indépendants qui nous donnent une visibilité sur le pilotage, on a créé les nôtres. Et on a mis en place un système pour les prouver. C'est aussi simple que ça. Alors, on a pris un critère pour évaluer l'emploi, qui est un critère qui est l'inscription à la CNSS et le travail à la CNSS, sur une durée qui dépasse les 6 mois, comme la CNSS évalue l'emploi. Et on récupère les bases de données de la CNSS, on lui donne les entreprises industrielles qu'on suit, qu'on accompagne pour les mettre en œuvre, et on récupère les données, les enregistrements à la CNSS, et à partir de là, on donne nos statistiques et on sort nos 99 585 emplois depuis le début du mandat jusqu'à fin février. Solde net. Solde net, depuis le début du mandat jusqu'à fin février. On est en retard de 7 000 emplois par rapport à l'engagement gouvernemental de créer 400 000 emplois nets durant ce mandat. Bon, c'est le démarrage. On a des projets entre les mains. 400 000 ou 1 million? 400 000 pour l'industrie. L'industrie. Pour l'industrie. 1 million pour le total. 1 million pour le total. On a une création de 100 000 emplois, allez à 415 près, et sur le début de mandat. Et on a des projets qui sont en place, retenus, et qui sont en train d'être mis en œuvre, qui vont nous permettre de créer 328 000 ou 318 000 emplois. Ça, c'est des projets concrets qu'on a, qui sont déposés chez nous. Ça n'est que le début. On a toute la confiance, et on est en pleine confiance et optimisme pour réaliser l'objectif et l'engagement qu'on a pris vis-à-vis de nos concitoyens de créer 400 000 emplois nets dans l'industrie, et nous sommes assez confiants qu'on peut même largement dépasser ce chiffre. Alors, Monsieur Haram, d'être optimiste, mais donc après tous ces plans, tous ces programmes, tous ces pactes, dont vous semblez être très confiant, quelle est la nouvelle stratégie maintenant que vous allez faire avec ces nouveaux métiers? Il y a un fascicule qui est sorti, qui a été produit par l'Institut Royal des études stratégiques sur le nouveau métier du monde. Il y en a pas mal, l'industrie navale, pharmaceutique, électricité verte, etc. Quelle est la nouvelle stratégie est articulée autour de ces nouveaux métiers? Alors, il y a surtout un message royal que j'ai eu l'honneur de lire lors de la Journée nationale de l'industrie, où Sa Majesté a fixé des orientations claires, très claires. D'abord, cette nouvelle stratégie sur laquelle nous sommes en train de travailler, et nous avons des orientations de Sa Majesté qui sont très précises, cette nouvelle stratégie doit s'appuyer sur la souveraineté comme moyen et comme objectif. C'est très intéressant de voir ça. Moyen pour répondre d'abord à nos besoins, mais aussi moyen pour répondre aux besoins des autres, parce que les transformations des chaînes de valeur, avec le nearshoring, et ce qui est de nouveau à la mode, c'est le friendshoring, ça veut dire on achète auprès des amis, c'est du népotisme d'État. On reviendra sur le nearshoring et sur le friendshoring. C'est même plus de l'offshoring, c'est on achète chez des amis. C'est du népotisme d'État. C'est assez intéressant et c'est pas mal comme... L'expression aussi est intéressante. C'est pas mal comme concept. Et bien évidemment comme finalité, parce qu'avec ce que nous avons vu dans les crises, on doit être en mesure de répondre aux besoins de nos concitoyens, et on le voit aujourd'hui. Le premier sujet sur lequel vous m'avez interpellé, c'est sur notre supposée incapacité à répondre aux attentes de nos concitoyens par rapport à un approvisionnement et à un prix déterminé. Donc la souveraineté comme moyen et comme finalité. Comme objectif principal qui a été fixé par Sa Majesté, le premier objectif, bien évidemment, Ummul Ma'alik, comme on dit chez nous, c'est la création d'emplois pérennes et de qualité pour nos jeunes. Alors, des
enjeux très clairs fixés par Sa Majesté, l'enjeu de capital humain, l'enjeu de formation, l'enjeu d'innovation, l'enjeu de montée en gamme, et ça c'est très important. Aujourd'hui, nos concitoyens sont de mieux en mieux formés et il faut leur donner des opportunités qui répondent à leurs capacités et qui ne soient pas en deçà de leurs qualifications, de leurs capacités et bien évidemment de leurs rêves et de leurs ambitions. Et profiter aussi de notre positionnement en matière de réduction des effets de développement durable et de développement d'énergie renouvelable et d'hydrogène. Et bien évidemment, Sa Majesté aussi a insisté sur l'efficacité hydrique, parce qu'il s'agit non seulement de respecter la planète, qui est un engagement que le Maroc prend depuis des décennies, sans contrepartie d'ailleurs, hein, au niveau mondial, et on est assez exemplaire en matière d'engagement climatique, mais il s'agit aussi de préserver nos ressources en eau. Sur un autre plan, je voudrais vous parler d'une contrainte qui pèse sur l'appareil productif et qui est contrainte qui va venir à partir du mois d'octobre. Vous savez que l'Union européenne a institué la taxe carbone, qui était un mécanisme d'ajustement qui implique donc que nos entreprises fassent un effort sur la décarbonation. Qu'en est-il? Quel merveilleux cadeau nous fait l'Europe. Alors, le Maroc n'a pas attendu l'Union européenne pour entrer dans une phase de décarbonation. Le Maroc est un pays leader en la matière et on en est assez fiers. Mais quel merveilleux cadeau que nous fait l'Union européenne aujourd'hui en nous donnant un avantage compétitif parce que nous produisons de l'énergie renouvelable moins chère et beaucoup moins chère que les autres et nos concurrents ont un peu moins de chances de s'adapter. Donc on est en train de se préparer, on a mis en place pour accompagner les PME parce que les grandes entreprises qui sont liées à des grands donneurs d'ordre sont conformes déjà depuis longtemps. Renault est net zéro depuis pratiquement le début et on a mis en place un mécanisme au niveau de Maroc PME qui s'appelle Tatouer Croissance Verte et j'invite toutes les PME à y adhérer pour pouvoir renforcer leur compétitivité et leur capacité d'exportation. Alors, on va arrêter là pour l'industrie, Mostafa Sahimi, si vous le voulez bien. Monsieur le ministre, vous avez parlé du commerce, de l'inflation, de l'industrie. Vous êtes très convaincant, du moins vous êtes convaincu. Il est optimiste. Très optimiste, c'est très bien d'être optimiste, mais vous êtes aussi un homme politique. Oui. Alors on va en arriver au troisième et dernier volet de notre entretien. Vous êtes donc Istiqlal, oui, membre de cette majorité qui comporte aussi le RNI et le PAM. Où en est la majorité? On voit que les réunions du pacte, la majorité à plusieurs étages, puisque vous avez parlé d'étages, plusieurs étages, parlementaires, présidence du Parlement, etc. Gouvernement. Région, commune. Tout ça sur le papier est proprement somptueux, mais dans les faits. Dans les faits, ça fonctionne. Hier, par exemple, il y a eu une réunion qui a tardé. Dans les faits, ça fonctionne. Aujourd'hui, la majorité fonctionne dans les régions, la majorité fonctionne au gouvernement, la majorité fonctionne au Parlement, et ça n'est pas quelques petites escarmouches ou petites critiques qui Comment peuvent... ça? Vous appelez ça petite escarmouche? Oui, évidemment. La sortie que fait le président de la Chambre des conseillers, Miara, s'en prend à la cherté de la vie en interpellant le gouvernement, en l'apostrophant, en disant il faut prendre des mesures, les présidents du Parlement, même si il est secrétaire général du GTM. Aujourd'hui, faire partie de la majorité, ça ne veut pas dire se taire, ça ne veut pas dire ne rien dire. Le rendez-vous de la majorité, savoir qu'on a une majorité forte, c'est quand on dépose une loi et qu'on vote pour, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit dire la même chose et se taire. Et qu'un patron de syndicat vienne nous dire que la vie est trop chère, nous-mêmes, on le dit et nous appelle à travailler et appelle à ce qu'on augmente les salaires. Il fait quand même son boulot de syndicaliste, même s'il est proche du parti de la société. Au-delà de Comment ça? Excusez-moi, vous nous demandez de museler, tous les acteurs de la majorité pour que ça ait l'air d'être harmonieux. On est harmonieux et on a notre liberté de parole. Au-delà, silence de Nizar Baraka et de Abdelatif Wahbi, qui sont quand même les chefs de parti, les chefs des deux autres partis de la majorité, avec ces problèmes-là d'inflation, avec ces problèmes de toutes les questions qui peuvent se poser au gouvernement. On a l'impression qu'il n'y a pas de chef de parti dans ce gouvernement, finalement. Mais de chef de parti, je dis bien de chef de parti. Il y a peut-être un problème de suivi. Moi, je suis l'activité de Nizar Baraka d'assez près, puisque j'appartiens au même parti. Avant-hier, j'ai été à Meknès. La semaine dernière, il a fait le tour du Maroc durant ce dernier mois, et il n'a parlé à 50% que de gestion de l'inflation. Alors, soit les relais ne vous parviennent pas,
soit il y a un déficit de suivi. Mais je pourrais vous Ou de communication. je pourrais vous envoyer à l'avenir toute cette communication qui est très largement relayée au niveau des sites et au niveau de la télévision. Donc les chefs de parti, en tout cas le mien, fait un travail formidable pour expliquer ce que je suis en train de vous expliquer depuis des mois. Très bien. Alors, au niveau du chef du gouvernement, oui. Il y a aussi un silence. À moins que vous me disiez qu'il y a un problème de vision ou de suivi. Alors je veux bien qu'on me dise qu'il y a un silence de quelqu'un qui intervient 3 à 4 fois par semaine pour expliquer aux Marocains. Il y a un rendez-vous qui est classique, qui est connu. Qui est mensuel. Non, d'abord qui est le rendez-vous hebdomadaire du Conseil de gouvernement. Il y a une déclaration. Mais ça ne dit pas grand-chose. Il y a une déclaration liminaire par rapport aux orientations. Et puis je pense que les esprits avisés peuvent décoder. Il y a eu récemment une grande interview auprès d'un média et un site assez reconnu du chef du gouvernement qui a expliqué exactement ce qu'on est en train d'expliquer. Et puis la sortie hier au niveau du pacte de la majorité élargie aussi à l'ensemble des députés de la majorité était importante. Et elle reconnaît ce que vous venez de dire d'ailleurs. On a tous reconnu que notre parole n'était donc pas... on peut attendre une communication dans les notre prochains parole, jours, semaines. Malgré les efforts, n'était pas suffisamment audible et qu'il fallait qu'on fasse un effort et qu'il fallait qu'on ait plus de relais. Et on a demandé le soutien des représentants de la nation qui participent à cette majorité pour renforcer les relais et pour leur donner aussi des cartouches et leur donner des arguments pour mieux expliquer Donc, il y a une discussion la politique autour de la communication. Bien sûr. Discussion. Mais vous ne savez pas encore ma question. Il y a bien eu une discussion autour de la communication directe du chef du gouvernement à l'égard ou à l'endroit ou à l'adresse des citoyens, à travers des médias. Il y a des médias publics. Il y a eu une discussion. Le site dont vous parlez, ce sont nos confrères Média 24. Quand même, mais bon, c'est Média une 24, réponse. je pense que c'est un site assez sérieux. Au-delà de ça... On peut même enlever le AC. Au-delà de ça, effectivement, si on nous reproche constamment que la communication n'est pas bonne, c'est qu'il doit y avoir un fond de vérité et qu'on doit vous écouter et essayer de faire des efforts. On n'est pas un gouvernement sourd non plus et dans l'euphorie et l'autosatisfaction tout le temps. On a partagé l'autosatisfaction. Voilà, on écoute, on corrige parce que le Kamel Lillah et on fait des efforts pour nous améliorer et on essaie de trouver de nouveaux relais. Après, c'est très difficile parce que les mini-scandales, les mini-sorties, les choses croustillantes circulent un peu plus vite que les trains qui arrivent à l'heure, vous en conviendrez. Tout à fait. Et donc, faire écouter une parole sage, raisonnable, équilibrée, est un peu plus difficile que faire écouter Agil Fadeha. C'est un peu... Non, c'est trop facile. Vous savez très bien que ce n'est pas de ça dont on parle. Il y a une inflation de 20% en février. La moindre des choses, il y a un chef de gouvernement qui vient expliquer. Et le chef du gouvernement est venu expliquer l'action du gouvernement qui est menée. Vous avez vu que hier, par exemple, le Conseil de gouvernement a consacré 40% des textes qui sont passés à la lutte contre ça. Et puis, ça a été relayé aussi par la réunion de la majorité. Alors maintenant, par rapport à ça, et je voudrais aussi profiter de cette émission pour rassurer nos concitoyens. Moi, je suis profondément convaincu qu'aujourd'hui, et on le voit dans les cours internationaux, que l'inflation a atteint un certain sommet. Il y aura certainement des soubresauts, parce que les prix subissent quelques soubresauts, mais l'inflation structurelle, comme on l'a connue, et c'était de pic en février, parce que là, franchement, démarré qu'en mars, avec la guerre en Ukraine, je pense qu'on est arrivé à un palier, et je voudrais rassurer nos concitoyens que le meilleur est à venir. Dernière question. Vous êtes membre du Parti de l'Istiqlal. Oui. Dernier congrès du Parti de l'Istiqlal. 2017. Octobre, pour être précis. Donc, Élection de Zabaraka. Voilà, on s'était vu, ce qui était très agréable au demeurant. Mais ça fait 5 ans et demi. Théoriquement, un congrès, c'est tous les 4 ans. Oui. On peut avoir une rallonge de 6 mois, on peut avoir une rallonge d'1 an. Là, ça fait 1 an et demi. On est proche de l'illégalité de ce parti, de situation illégale. On est en train de travailler, effectivement. Alors, il ne vous a pas échappé que durant ces 5 ans et demi, il s'est passé quand même des choses. On ne dit pas qu'il ne s'est rien passé, on dit qu'il y a une loi qu'il faut respecter, Voilà, c'est tout. Il y a une loi qu'il faut respecter, mais on est passé par des situations exceptionnelles. Et il ne vous échappe pas non plus, vous êtes un fin connaisseur de la politique de notre pays, et particulièrement du Parti de l'Istiqlal, que pour faire un congrès, il faut en faire 83 provinciaux en physique,
avant de faire émerger les représentants. Tous les autres les ont fait. Et ils n'ont pas le même système, forcément. Mais le parti, il est rodé. Pour exact. ça. Non, alors le parti est Ça rodé. fait 80 ans qu'il est là, ce parti, 70 ans qu'il est là. 90. Dans sa première version. Dans sa première version, 90, après c'est 80. Et avant de prendre le nom. Après c'est 80, alors, voilà. il ne vous a pas échappé que pendant 2 ans et demi, il était difficile d'organiser des réunions physiques, et puis qu'on est passé de cette période-là à une période électorale assez intense. Maintenant, vous allez me dire que ça fait 1 an et demi, quand même 1 an et demi. Que les élections ont eu lieu. Il y a aussi un débat interne qui ne vous a pas échappé au sein du parti sur l'avenir du parti, sur la structure, sur la représentativité. On est un parti qui a accueilli de nouvelles générations, de nouvelles façons de penser, de nouveaux courants. Et il y a un équilibre qu'on est en train de rechercher. En fait, il y a des dissensions internes. Il y a des dissensions, c'est ça. Il n'y a pas de dissension. Vos explications ne me paraissent pas satisfaisantes. Je vous en propose une dernière, si vous le permettez. Peut-être que le parti attend, non pas qu'il ne soit pas prêt pour faire ça, parce que c'est une belle machine organique qui sait faire des congrès, il attend sans doute une meilleure représentation dans le gouvernement actuel du fait qu'il est minoré. Il a 83 députés, il n'a que 4 départements ministériels. Le PAM a 87 députés, il a 7 ministères, donc ça c'est une première question. Et j'y ajoute celle-ci pour finir, qui est une question sérieuse aussi. Qu'est-ce que vous pensez de ce spectacle de ces bœufs brésiliens dans les rues de la capitale? Non, ça, c'est la dernière question. Ah oui, non, mais il faut qu'il parce que non, je ne suis pas sûr d'avoir le temps. C'est pour ça. Vous êtes ministre du Commerce, ce spectacle-là, ces bœufs, les Marocains n'en veulent pas. Il y a des abattoirs qui refusent de s'en occuper et de les abattre. Alors où on en est? On a encore 2 minutes. Allez-y, d'abord sur le parti de l'Istiqlal, les dissensions gouvernementales internes, et puis après sur les bœufs. Je vais répondre à la première. Tout le monde sait comment se fait la répartition des portefeuilles au niveau gouvernemental. Et tout le monde sait que dans cette répartition, un ministre délégué ou un secrétaire d'État, ça pèse pour 1,5, et un président de chambre, ça pèse pour 2. C'est quelque chose qui est courant et qui est connu. Et donc le parti de l'Istiqlal, avec ses 81 ou 83 députés à l'époque, ça fait 6 portefeuilles, parce que 4 portefeuilles ministériels pleins et un président de chambre. Et le PAM, ça fait 6,5, parce que 3 portefeuilles avec un poids. Donc ça laisse les dissensions internes. Donc voilà, ces calculs-là peuvent paraître et sont difficiles à expliquer. Donc ça laisse la dissension interne. Non, ça laisse pas de dissension. De toute façon, chaque fois qu'il y a choix d'un gouvernement, il y a peu d'élus et beaucoup de gens qui avaient de l'ambition et qui sont un peu moins contents. Ça, je pense que c'est passé. Je pense que le parti, aujourd'hui, est assez fier de ce qu'on a. Est-ce que vous pouvez nous donner une date, plus ou moins, de ce qu'on est en train de faire? Ou une période? Si je peux finir un peu un argumentaire. Parce que je suis pris par le temps. Je sais bien, mais vous ne pouvez pas dire ce que vous voulez et ne pas me laisser répondre. Allez-y, allez-y. Un point pour vous. Très bien, allez-y. C'est un peu facile. Alors, au-delà de ça, il y a des divergences d'opinion sur la future organisation, sur la représentativité des personnes nouvelles et anciennes qui sont là, sur la représentativité des députés. Ça, c'est un débat public. On est en train de travailler dessus, on est en train de se mettre d'accord. C'est une belle machine, non seulement électorale, mais aussi pour organiser les congrès, mais aussi pour trouver les consensus. Et j'ai toute confiance en la capacité de Nizar Baraka à trouver la bonne solution. 15 secondes sur les bœufs. 15 secondes sur les bœufs. Alors, franchement, moi, j'ai grandi avec l'idée, et j'en ai consommé pas mal, que la viande sud-américaine était l'une des meilleures viandes à consommer, et la viande brésilienne est mondialement connue. Alors aujourd'hui, on en reçoit. Effectivement, elle ne ressemble pas, avec sa petite bosse, au taurillon qu'on a. Bon, elles ont montré déjà, en se baladant à Rabat, qu'elles étaient pleines de vie et qu'elles n'avaient pas les fameuses maladies ou la fameuse asthénie qu'on lui donnait. Peut-être qu'ils prennent des substances, ou peut-être que... Aujourd'hui, c'est un peu caricatural. Et puis, je suis assez étonné quand même qu'un taurillon ou une vache qui se balade à Rabat fasse l'objet d'autant de communication. Non, c'est pas parce qu'il se balade à Rabat, c'est peut-être parce que ce qu'il a ingéré ou consommé dans son élevage. Maintenant, aujourd'hui, quand on met une bête, quelle qu'elle soit, dans un environnement qui n'est pas forcément un environnement accueillant, elle réagit comme toutes les bêtes ou comme tout être humain. La viande brésilienne, en tout cas, est une viande de qualité. Il y a toutes les certifications qui ont été mises en place pour vérifier que c'était de la viande de qualité.
Elle ne représente encore une fois que 15% de ce qui est importé. L'important, c'est que les Marocains aient cette viande au prix le meilleur pour qu'ils puissent consommer et se nourrir dans les meilleures conditions. Et on ne lâche rien, ni au niveau des réformes, ni au niveau de la protection des consommateurs, ni au niveau de la qualité et de l'engagement et de l'optimisme qu'on a pour notre pays et pour nos concitoyens. Vous êtes toujours dans la même tonalité. Et je la garderai toujours. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Riyad Mazoul, merci d'avoir répondu à nos questions avec sincérité, franchise et conviction. Maintenant, est-ce que vous avez été convaincant ou pas? C'est aux téléspectateurs de le dire. Merci Moustapha Sirimi d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.